La malédiction de Maubuisson. 3 février 1618. Royaume de Maubuisson. Logis du roi. Ce matin, Jane se lève au logis du roi, brosse ses longs cheveux bruns, met sa plus belle parure autour du cou, un collier serti de diamants, et sa superbe robe rouge et violette. Elle saute de sa chaise, le cœur en fête à l'idée de voir Renaud, fils du roi, s'entraîner au combat à l'épée. Renaud, avec ses cheveux bruns et ses doux yeux bleus, aime beaucoup Jane lui aussi. Mais ce qu'ils découvrent ce matin en sortant de leur chambre les laisse stupéfaits et sans voix. Tout le monde autour d'eux, tous les personnages qui font leur quotidien, nobles et serviteurs, sont immobiles, pétrifiés comme des statues. Renaud se dit qu'il est dans un mauvais rêve et qu'il va se réveiller. Il arpente les couloirs et voit toutes ces âmes immobiles, arrêtées brusquement dans l'action qu'elles étaient en train d'accomplir. Son cœur se serre. Il se sent bien seul. L'impression d'être le seul survivant d'un cataclysme dont il ignore tout. Il pousse un grand soupir de soulagement en voyant son petit frère et sa petite sœur, Thibaut et Louise, paniqués eux aussi. Ils se prennent par la main, cheminant ensemble dans les couloirs désolés, les salles de réception, les appartements des nobles, et finissent par sortir au grand air dans la cour principale. C'est là qu'ils aperçoivent les autres enfants du logis du roi, qui eux aussi ont échappé à la malédiction de Maubuisson. Il y a Jane, Henri, 12 ans, fils du roi d'Angleterre. La belle Camille, aux longs cheveux noirs et aux yeux verts, 12 ans également, fille de la reine de Castille. Tristan, petit-fils du roi de Chypre, est également là, du haut de ses 14 ans, et porte une robe avec une longue cape, accompagnée de Louis, cousin des fils du roi. Enfin, Mustapha, 13 ans, est là aussi. Mustapha a rencontré le roi en Espagne, et il y a eu comme un coup de foudre entre les deux. Le roi a tellement apprécié l'intelligence et la sensibilité qu'il a perçue dans le cœur de Mustapha qu'il lui a proposé de rentrer en France avec lui et de suivre une éducation avec ses fils. Mustapha a accepté. Les 9 enfants se retrouvent dans la cour, éberlués par cette journée pas comme les autres qui commencent. C'est alors que Tristan, en regardant avec attention, remarque que tous les enfants sont présents et bien animés. La malédiction touche donc les adultes. Les plus de 16 ans pour être précis. Tous les regards se tournent alors vers Jane, qui va avoir 16 ans demain. Mustapha prend alors la parole. Nous devons trouver l'origine de cette malédiction pour la rompre. Camille lui répond. Oui, nous devrions alors aller voir dans l'abbaye. C'est un lieu mystérieux qui a peut-être des informations à nous livrer. Ils répondent tous par l'affirmative. L'occasion est trop belle pour eux qui ne connaissent que l'église abbatiale pendant certains offices ouverts au public. L'occasion d'aller découvrir ce lieu si secret et si bien gardé. Devant l'entrée fermée, à l'extérieur de l'enceinte, une femme se tient devant la porte, immobile, la bouche ouverte. Elle devait être en train de dire quelque chose lorsqu'elle a été pétrifiée. Les enfants se font la courte échelle pour passer par-dessus le mur. Et la sœur tourière, Agnès, est là, son grand œil vert collé contre le judas. Ils vont jusqu'au cloître, contemplent la sœur célière, Catherine, debout juste devant le cellier, tenant des provisions dans ses bras, accompagnée de 2 sœurs converses.
Louise pousse tout à coup un cri en voyant quelque chose bouger de l'autre côté du cloître, dans la salle du chapitre. Là-bas, il y a quelqu'un, enfin quelqu'un de vivant, enfin quelqu'un qui bouge. Les enfants se mettent alors à traverser le cloître en courant, alors que sortent du chapitre les deux jeunes paysans. Thibaut et Louis s'écrient la voix pleine de joie. Thibaut, Catherine! Ces quatre-là ont l'air de bien se connaître. Thibaut, 11 ans, petit frère de Louise et Renaud, est le plus rebelle de tous les fils du roi. Plutôt que d'assister à l'enseignement rébarbatif qu'on lui impose, il préfère s'échapper par les toits et se perdre dans les champs du royaume de Maubuisson. C'est comme ça qu'il a rencontré la famille de paysans qui logent ici et exploitent les terres. En particulier son homonyme, Thibaut, dont il est l'ami. Un jour, il lui a prêté des habits pour qu'il puisse approcher de la princesse Camille, dont tous les garçons de son âge sont amoureux. Louis est aussi l'ami de Thibaut le paysan, et de temps en temps, il s'échappe du logis du roi pour venir aider son ami au champ. Mais surtout, ce que Louis aime par-dessus tout, c'est Catherine, la grande sœur de Thibaut, avec ses beaux cheveux bruns et ses grands yeux verts. Après ces retrouvailles chaleureuses, Henri maugrait. Nous voilà avec deux Thibaut. Ça va être simple pour se comprendre. Renaud rit alors en montrant Thibaut, le fils du roi, et dit : Eh bien, nous voici désormais avec Thibaut Royal. Catherine sourit et murmure timidement en montrant son frère. Et voici Thibaut Deschamps. Il faut nous répartir, Déclare Jane, pressée de régler ce fâcheux problème, car n'ayant pas du tout envie de se retrouver pétrifiée d'ici quelques heures. Nous sommes 11, nous pouvons faire 3 groupes, 2 de 4 et 1 de 3. Le premier groupe part explorer les étages. Le deuxième, l'église abbatiale. Et le troisième, l'aile du chapitre. À l'étage, Jane, Henri, Thibaut Deschamps et Mustapha parcourent les dortoirs des sœurs de chœur. Ils s'arrêtent un instant sur les latrines, stupéfaits par l'ingéniosité avec laquelle elles ont été pensées et construites 400 ans plus tôt, juste au-dessus du canal collector des eaux usées. Puis ils continuent leur chemin. Les dortoirs sont vides à cette heure de la journée. Une femme immobile, la sœur Sibylle, sœur trésorière, se tient tout au bout du dortoir devant une porte. Les enfants la poussent. Waouh! Crie-t-il en chœur époustouflé. Ils sont dans la salle du trésor. Que de richesses accumulées ici, que d'objets magnifiques et exotiques. Ici, une aiguière parée d'or fin avec un corps en noix de coco. Là, un miroir incrusté de saphir. Là encore, un encensoir dans une boîte laquée contenant les essences les plus pures et les plus divines. Au centre de la pièce, un coffre débordant de pièces d'or. Thibaut Deschamps, qui n'a jamais vu autant de richesses de sa vie, reste bouche bée. Henri, qui adore le bleu, s'approche du fabuleux miroir et le prend entre ses mains. Mustapha le rejoint. C'est un miroir qui vient d'Orient. Il a dû être rapporté des croisades il y a bien longtemps. Quant à Jane, elle a le nez plongé dans les résines de myrrhe et d'encens et les yeux fermés. Pendant ce temps, Thibaut Royal, Camille et Tristan explorent l'église abbatiale. La sœur Julie, sacristine, était en train de préparer la cérémonie de la messe et tient dans ses mains une bougie dont la cire lui coule sur les doigts. Camille souffle sur la bougie. Elle va se réveiller avec des cloques sur les doigts si on ne fait rien, dit-elle d'un air gêné. Tristan répond dubitatif. Si elle se réveille, Un peu plus loin, la sœur chantre Angélique, en charge des chants, est debout. Un bras sur le cœur, l'autre en l'air,
la bouche ouverte, probablement en train de se chauffer la voix. Les enfants continuent d'avancer jusqu'au chœur. Et là, dans un fauteuil, de dos, ils voient une femme assise. Ils contournent et se retrouvent face à elle. Angélique d'Estrées, l'abbesse, affiche un air surpris et effrayé. Elle a la main en forme de pince, comme si elle tenait quelque chose, mais l'objet n'est plus là. Thibaut Royal s'exclame. C'est sa crosse qui lui manque. Les enfants se regardent, perplexes, et reprennent le chemin du cloître. Le troisième groupe, constitué de Louis, Catherine et Louise, traverse le chapitre et croise la sœur prieurée Peggy, immobile, les bras ouverts, un doigt tendu, probablement en train de débattre des affaires courantes de l'abbaye. Ils arrivent ensuite dans la salle du parloir, où la sœur Yasmine, maîtresse des sœurs converses, les sœurs domestiques, est en train de distribuer les ordres pour la journée. Ils passent enfin dans la salle des religieuses, dans laquelle plusieurs sœurs sont à l'ouvrage, dont la sœur bibliothécaire, Christine, en train de déchiffrer un livre. Catherine, vivant au champ, n'a pas la chance d'aller à l'école. Mais elle sait lire, car Louis le lui a appris. Elle déchiffre la page qu'est en train de lire sœur Catherine. Une prophétie d'un livre étrange d'un certain Nostradamus. Voilà ce qui est écrit. Au royaume de Maubuisson, le Seigneur dit, au cœur obscur, le sceptre sera retiré. Trouvez l'ange au cœur pur. Rendez-lui son pouvoir, et la parole et le geste seront libérés. Pour cela, suivez la colombe, mais pour garder la porte ouverte, vous devrez remplacer ce que vous aurez pris par quelque chose d'autre. Attention, la porte ne restera ouverte qu'une seule heure. Louise soupire. Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Louis, dubitatif, interroge. Vous voyez une colombe, vous? Catherine demande les yeux balayant tout l'espace. Où est l'abbesse? Rejoignons les autres au cloître. Et, joignant le geste à la parole, ils se mettent en marche. Louis emportant avec lui le livre ouvert à la page de la mystérieuse prophétie. Les 11 enfants se retrouvent devant le cloître, près de la fontaine, et reconstituent le puzzle. Thibaut Royal commence. L'abbesse n'a plus sa crosse. Thibaut Deschamps, surexcité. Nous avons trouvé un fabuleux trésor. Catherine, fébrile. Et nous, une énigme à résoudre. Ils prennent tous connaissance de l'énigme. Le sceptre, c'est la crosse de l'abbesse. S'exclame Tristan, Oui, c'est le symbole de son pouvoir. répond Jane, qui adore tout ce qui touche au symbolisme. C'est le lien entre le ciel et la terre, la connaissance divine qu'elle transmet à ses disciples. Renaud. D'accord, pour réveiller tout le monde, il faut rendre son pouvoir à l'abbesse. Enfin, à l'ange au cœur pur qu'on aura trouvé. Dit-il sur un ton légèrement ironique. Tristan. Regardez, une colombe. Suivons-la. Thibaut Royal. Attendez, vous devrez remplacer ce que vous aurez pris par quelque chose d'autre. Il faut qu'on amène un objet avec nous pour remplacer la crosse si nous la trouvons. Henri. Je vais le chercher dans la salle du trésor. Dit-il en courant vers son but. Arrivé dans la salle, il attrape le miroir et le contemple avec ravissement. Ce bleu profond des saphirs
qui se répercute sur sa rétine lui met le cœur en joie. Camille. Et moi, je vais chercher une torche à l'église, dont la combustion dure 1 heure, pour mesurer le temps. La colombe fait des tours dans le ciel en attendant Camille et Henri. Puis, elle les entraîne vers la porte de sortie. Il repasse devant la sœur tourière Agnès et lui emprunte son trousseau pour s'épargner une nouvelle courte échelle. Il court derrière la colombe. C'est dans les champs que celle-ci les entraîne. Puis, elle stagne à 1 mètre du sol en faisant des cercles. On est tout près de chez nous. S'inquiète Thibaut Deschamps à l'idée que l'on puisse trouver la croche chez lui et accuser sa famille de vol. En effet, ils sont à 50 mètres à peine de leur maison. La colombe continue à faire des cercles en accélérant et son sillage devient apparent, un anneau de lumière qui brille de plus en plus. Ça doit être ça, la porte dont nous parle l'énigme. Entre anxiété, curiosité et excitation, les enfants se jettent dans le cercle de lumière. Le sentiment curieux de se retrouver en apesanteur, le noir et la densité de leur corps qui disparaît pour réapparaître au pied d'un cercle de métal blanc. C'est le même endroit, mais rien n'est pareil. La maison de Catherine et Thibaut Deschamps a disparu. Un mur à quelques centaines de mètres d'eux ferme l'espace qui s'étendait à perte de vue quelques secondes plus tôt. Une grande clairière fait place à la densité de la végétation qu'ils viennent de quitter, et 2 autres cercles en métal blanc répondent au premier. Des bruits d'enfants courant et criant les interpellent, lorsque soudain, un gros objet rond et lourd percute de plein fouet la poitrine de Tristan, qui est resté au centre du cercle. Un peu sonné, Tristan dégaine aussitôt son épée et la plante avec force dans cet objet curieux, qui lui a coupé le souffle. Éberlués, les enfants qui criaient et jouaient quelques minutes auparavant partent en courant en criant « Maman !» Camille suggère alors « Regardez comme ce petit pont est joli. Prenons-le, c'est la direction de l'abbaye. » En chemin, le paysage qui se dévoile devant leurs yeux les laisse ébahis de stupeur. L'abbaye a quasiment disparu dans son entièreté. Plus d'église abbatiale, plus de cellier, plus de réfectoire, plus de cuisine. Il reste une seule aile, celle du chapitre, transformée moins haute, avec des fenêtres immenses. Il s'approche jusqu'au cloître qui est aujourd'hui une cour ouverte et une foule de personnes habillées étrangement se rassemblent autour d'eux. « Bravo, bravo !» entendent-ils. « Magnifiques vos déguisements. C'est une reconstitution très réussie. » Louise, prudente, pressentant que moins ils en diront, mieux ça sera, prononce un austère « Merci. » Il s'approche d'un stand revêtu d'une toile blanche, situé là où était l'église abbatiale. De curieux parchemins colorés sont empilés sur une table. Jane, qui adore la peinture, s'approche, attirée par ces couleurs vives. Une dame lui tend un des parchemins en lui disant « Bienvenue à la journée du patrimoine. Voici le programme. Très réussi ton déguisement. » « Merci. » répond Jane, un peu surprise par ce tutoiement dont elle n'a pas l'habitude, mais hypnotisée par cet objet brillant qu'elle tient entre ses mains. Elle rejoint sa troupe sous le ginkgo biloba et montre son trésor à ses compagnons. Regardez !
s'écrie Tristan en s'emparant de cet étrange parchemin. Nous sommes le 19 septembre 2020. Ils se regardent éberlués. Passé l'effet de surprise, ils se mettent à regarder attentivement les gens autour d'eux. Les femmes portent des braies, comme les hommes, et tous ont quelque chose de bizarre devant la bouche, très souvent de couleur bleue, dans une matière étrange. Pourquoi se voile-t-il la bouche? S'interroge Thibaut Deschamps. Louis rebondit. Quelle coutume étrange! Tout à coup, une femme crie à la volée. La prochaine visite de la salle du trésor commence dans 5 minutes. Renaud déclare. Ce n'est pas dans ce qu'il reste de l'église que nous allons trouver la crosse. Peut-être aurons-nous plus de chance dans la salle du trésor. Oui, allons-y. Renchérit Henri en serrant le miroir sous sa cape. Hep hep hep! Les interpelle une voix ferme et impérieuse. Le masque est obligatoire. Distanciation sociale. Covid oblige. Thibaut Royal tente une timide question. Covid. Voyant le regard noir que lui lance la femme, il se contente d'ajouter. Désolée, nous n'en avons pas. La femme leur en tend un à chacun, en maugréant. Mais de quel siècle sortez-vous? Puis elle ajoute. Pas plus de 10 personnes par visite. Il reste 4 places pour celle-ci. Les enfants se regardent. Henri, qui tient toujours le miroir sous ses vêtements, s'avance. Thibaut Royal, vêtu d'un grand manteau noir et blanc, qui pourrait dissimuler la crosse s'il la trouve, s'avance également. Catherine les suit. Une autre voix s'élève alors. Visite de la pépinière dans 10 minutes. Interloqués, ne voyant aucune pépinière à l'horizon, les enfants s'avancent vers la dame. Ah, voilà des candidats d'époque, dit-elle en riant. Henri, Thibaut Royal et Catherine prennent le grand escalier de pierre en faisant un petit geste discret à leur ami d'un air complice. Mustapha observe les chaussures de la dame avec insistance. « Bah quoi, t'as jamais vu une paire de baskets ?» À croire que non. Répond Henri d'un ton goguenard. Puis elle les invite à la suivre. Étonnamment, ils prennent le même chemin que les 3 autres quelques minutes plus tôt. Camille murmure. Une pépinière à l'intérieur? Ils ont vraiment des coutumes bizarres. Alors que leurs oreilles distraites comprennent qu'une pépinière en 2020 est un ensemble de bâtiments destinés à la gestion des affaires, leurs yeux observent ce qui se passe dans la salle entr'ouverte du trésor. C'est alors qu'ils aperçoivent la crosse. Thibaut Royal les regarde en haussant des épaules d'un air impuissant. Impossible de la dérober sans être vu. Ils vont devoir faire diversion. Leur guide les emmène dans le long couloir, leur fait visiter les locaux des artistes en résidence. La bibliothèque, au milieu, dans un espace ouvert, retient l'attention de Jane. Elle s'y arrête, Louis la suit. Que ces livres sont beaux! S'exclame-t-elle avec admiration. Elle se saisit d'un livre sur l'histoire de Maubuisson. Ils le feuillettent ensemble, émerveillés par la beauté des couleurs et des images, étonnés par la langue qui a un peu évolué, et tombent sur une page qui raconte l'histoire des différents abbatiats. Jane se met alors à lire à haute voix. Angélique d'Estrées, 1596-1618. Sœur de Gabrielle d'Estrées, maîtresse d'Henri IV, très moderne, elle fait entrer les jeux et les plaisirs à l'abbaye. Sa sœur Gabrielle meurt, mais le roi continue de la protéger. Lorsque Louis XIII succède à Henri IV,
L'abbé Citeaux décide de retirer l'abbesse et de nommer Angélique Arnaud à sa suite, chargée de réformer Montbuisson 1618-1623. Louis sort le livre avec la prophétie et la relit à haute voix. Au royaume de Montbuisson, les seigneurs disent au cœur obscur, le sceptre sera retiré. Trouvez l'ange au cœur pur, rendez-lui son pouvoir, et la parole et le geste seront libérés. Trouvez l'ange. Répète Jane. Elles s'appellent toutes les deux Angélique. Louis s'exclame. Oui, ce n'est pas à Angélique d'Estrée que nous devons rendre la crosse, mais à Angélique Arnaud. Encore faut-il la trouver. Soupire Jane. Louis répond. Certes, mais au moins nous avons résolu l'énigme. Au même moment, un bruit s'élève dans le couloir, entre la pièce où ils sont et la salle du trésor. Un bruit métallique d'épées qui s'entrechoquent, entrecoupé de cris, de rires et d'applaudissements. Mustapha et Tristan sont en train de mener un combat acharné pour détourner l'attention. Et cela fonctionne bien. Henri, Catherine et Thibaut Royal, qui tient son manteau bien serré contre lui, sont sortis de la salle du trésor. Louis s'empare du livre. Jane crie. Non. Relis la suite de la prophétie. Louis s'exécute. Pour cela, suivez la colombe, mais pour garder la porte ouverte, vous devrez remplacer ce que vous aurez pris par quelque chose d'autre. Attention, la porte ne restera ouverte qu'1 heure. Il faut laisser quelque chose. Dit Jane, en retirant son beau collier et en le laissant sur l'étagère. Puis, ils se mettent à courir vers le brouhaha ambiant. Une femme, arborant un air furieux, s'approche d'eux d'un air rapide et saccadé. « Mais qu'est-ce que vous faites ?» demande-t-elle d'un ton sec et vindicatif. Louise répond alors d'un ton précipité. « C'est une reconstitution. » « Ce n'est pas du tout prévu au programme, » crie la femme. « C'est la journée du patrimoine aujourd'hui et c'est une abbaye, pas un champ de bataille. Si vous voulez faire une reconstitution, vous appelez et vous prenez rendez-vous. » Thibaut Deschamps demande. « Appelez. »« Ah oui, avec un téléphone, » dit-elle les yeux exorbités, en sortant un objet plat et rectangulaire de sa poche qui, au même moment, se met à vibrer en émettant un son étrange. Tous les enfants, éberlués, reculent d'un pas. « Et qu'est-ce que c'est que ça ?» demande-t-elle hors d'elle en désignant la torche que tient Camille dans sa main, qui est presque éteinte. Et sans attendre la réponse, elle souffle dessus et hurle écarlate de colère. « Foutez-moi le camp !» Les enfants ne se le font pas dire 2 fois. Ils dévalent l'escalier, traversent le cloître et s'arrêtent un instant à l'emplacement de la fontaine, étonnés, subjugués par un olivier planté dans un pot qu'ils n'avaient pas vu à l'allée, dont le tronc, brillant de 1000 feux, semble d'or. Puis ils continuent leur course vers le pont. La lumière clignote autour d'eux. Ils voient le cercle de métal blanc, mais le mur du fond a disparu et leurs champs, tels qu'ils les connaissent, apparaissent. Renaud s'écrie. « Vite ! Les lignes du temps et l'espace se mélangent. La porte va bientôt se refermer. » Le petit pont qu'ils ont emprunté à l'allée et qui n'existe pas en 1618 a disparu. Mais le miroir d'eau, qui n'existait pas non plus, est toujours là. Catherine dit en plongeant dans l'eau glacée. On n'a pas le choix, il faut traverser à la nage. Louis ne peut pas nager car il tient les 2 livres au-dessus de l'eau, celui de la prophétie et celui de l'histoire de Maubuisson. Et ainsi, il retarde le groupe. Mustapha supplie au paroxysme de l'angoisse. Vite ! Transi de froid,
Ils parviennent finalement devant le cercle de métal blanc, encore habité d'une lumière faible. Jane, qui a récupéré le livre d'histoire, s'exclame. Allons! Le zi reste suspendu à ses lèvres, tout comme son corps tout entier, pétrifié. Les 10 complices s'écrient. On ne peut pas la laisser là. Partons-là. Ils se mettent à tous pour jeter la statue dans le cercle, prêts à la suivre. Tristan s'inquiète. Attendez, qu'est-ce que va se passer ici si on retire sa crosse à la baisse? Et est-ce qu'ils ne vont pas se retrouver pétrifiés eux aussi? Ils se regardent, inquiets de ce qu'ils s'apprêtent à faire, les épaules courbées par le poids de la culpabilité. Catherine tranche alors. Écoutez, si la colombe nous a emmenés ici, c'est qu'il y a une raison. Faisons confiance. Mustapha ajoute. Oui, et de toute façon, si nous ne rendons pas vie à nos adultes de 1618, il n'y aura pas de 19 septembre 2020. Et ils plongent tous dans le grand cercle. Une fois de plus, le noir, la densité des corps qui s'évaporent, et les voilà de retour en 1618. Tout près de la maison de Catherine et Thibaut. Jane est là, pétrifiée. Tout à coup, une petite voix pleine d'angoisse, inconnue au bataillon, s'écrie. Mais on est où? Ce petit garçon tient dans sa main un objet rond, similaire à celui que Tristan a transpercé de son épée à leur arrivée. Henri. Mais t'es qui, toi? Je joue au foot au Cosmoball, je sautais dans les cages et je me suis retrouvée là. Sans se consulter, les 10 compagnons se saisissent de l'enfant et le jettent dans le cercle de lumière qui est presque éteint. Ouf, il était temps. Thibaut Deschamps. Il a oublié son jouet. Et, s'emparant du ballon, il s'apprête à le jeter dans le cercle mourant lorsque Tristan arrête son geste. Attends, j'aimerais bien garder cet objet. Tu dois donner quelque chose en échange. Alors, Tristan retire son épée et la lance dans le cercle. Au moment où l'épée disparaît, le cercle s'éteint complètement et définitivement. Tous en chœur s'exclament. Catherine leur propose alors. Venez, nous allons nous réchauffer au coin de feu dans la maison de nos parents. Ils prennent une pause bien méritée, au cours de laquelle Thibaut Royal collecte les masques et les dépose près du feu pour qu'ils sèchent. Il déclare. Ça pourrait servir en cas de peste. Louis leur raconte ce qu'ils ont trouvé dans le livre d'histoire, livre que Jane tenait dans la main et qui a été pétrifié avec elle. Et ils se remettent en marche, à la recherche d'Angélique Arnaud. Ils se séparent, certains vont dans le logis du roi, d'autres s'éloignent un peu et se dirigent vers Pontoise. Louis, Thibaut Deschamps et Renaud décident de retourner dans l'abbaye, sans grande conviction, mais sait-on jamais, peut-être un indice qui leur aurait échappé. Ils arrivent devant la porte d'entrée, sortent le trousseau, contournent la femme qui était en train de frapper et Louis s'écrie. C'est elle, je la reconnais, son portrait était dans le livre. C'est Angélique Arnaud. Heureux de leur trouvaille, ils attendent patiemment le retour des autres, afin d'unir leurs forces pour transporter Angélique Arnaud dans l'abbaye et mettre Angélique d'Estrée à l'extérieur de la clôture. Thibaut Royal sort alors la crosse et la glisse dans la main de la nouvelle abbesse. Tous les adultes reprennent soudain vie, là où elle s'était arrêtée, et Jane, dans les champs, se réanime, près de la maison de Thibaut Deschamps et Catherine. Le livre qu'elle tient dans les mains, lui, est resté de pierre.
Épilogue. Angélique Arnaud prit le nouvel Abbassia, le groupe des 11 garda, secret jalousement, et les souvenirs et les liens que cette aventure généra colorèrent toute leur vie. Thibaut Deschamps devint chevalier au service de son seigneur et ami Thibaut Royal, et Catherine devint la dame de compagnie de la princesse Jane. Le jeu de football devient très populaire à la cour de Maubuisson. Il y avait 3 cages rondes et 3 équipes de 4 joueurs. Il y reste confidentiel pendant 2 siècles, avant d'être officiellement inventé par les Anglais. Cette fois avec 2 équipes, le joueur a 3 revint au goût du jour. À l'abbaye de Maubuisson, toujours en 2008, avec le Cosmoball, œuvre créée par Mélic Ohanian. Ce qu'il se passe à l'abbaye de Maubuisson en 2020, après le départ des enfants, n'est pas dit dans cette histoire. Pour le savoir, il vous suffit de vous y rendre.